Bonjour. Afin de continuer dans cette exploration du monde microbien avec une autre approche, nous continuons avec le travail du docteur Yves Couzigou, comme dans les vidéos précédentes, donc comme son nom l'indique, d'origine bretonne, qui avait publié au travers du Centre Vie et Action, donc enseignement de la naturopathie dans le sud de la France, centre fondé par André Pasbec, naturopathe. Donc, il avait publié donc au travers de ce centre en 1992 son travail et ses réflexions de toute une vie, écrit bien avant aussi. Et ici, donc, pour l'exploration de son travail, un paragraphe sur la physiologie des microbes, le credo pasteurien de l'asepsie cellulaire. Voici ce que le docteur Couzigou nous dit. Pasteur, qui n'était pas médecin, a introduit en médecine une erreur fondamentale en enseignant sans preuve expérimentale que le protoplasme vivant est non structuré et non défini morphologiquement, contrairement à l'idée d'Aristote qui voulait que toute vie soit liée à une forme spécifique. Il faut être plein de charité pour Monsieur Pasteur comme pour tout homme, car il ne faut pas se soumettre aveuglément et sans aucune liberté à la doctrine fataliste qu'il a propagée et que ses disciples veulent, semble-t-il, imposer obligatoirement. Après Béchamp, et bien avant Pasteur, Claude Bernard avait, par son expérience du ballon du 1er septembre 1857, établi le fait qu'il existe des microbes dans l'air. Mais il s'était bien gardé d'en déduire de façon a prioriste que c'était leur lieu d'origine. Il a été maintes fois établi un deuxième fait, démontrant que le microbe ne peut se maintenir tout seul dans l'air et qu'il est en cela inférieur à l'oiseau qui vole de ses propres ailes. Dans un air calme, où il n'y a pas d'éléments pour le porter, poussière, gouttelettes d'eau, appareil, objet ou être, planant plus ou moins longtemps, il n'y a pas de microbes de façon durable. Comme là où il n'y a pas d'avion, il n'y a pas non plus d'aviateur. Les microbes des météorites ne changent rien au problème puisque le météorite est un élément tombant au sol à grande vitesse. Les faits scientifiques établissent donc que les prétendus germes de l'air n'existent pas. Il n'y a pas de germes, partie intégrante de l'air y existant depuis la création et si maintenant de leurs propres moyens. Cette doctrine fataliste plaçant des germes pouvant devenir maléfiques au-dessus de nos têtes, est donc fausse. Et Pasteur, qui l'a propagée avec d'autres panspermistes, a agi en a prioriste et non en scientifique. J'ajouterai en commentaire qu'il est certainement évident que l'image du parapluie concernant la vaccination vient de cette croyance que les microbes sont suspendus au-dessus de nos têtes en planant et en se maintenant par leur seul pouvoir d'exister, d'où l'intérêt d'avoir un parapluie pour qu'il ne nous tombe pas sur la tête. Nous continuons avec le docteur Yves Couzigou, qui nous rappelle l'origine réelle des microbes. La question se pose alors de savoir d'où viennent avec certitude les microbes. Pasteur et le docteur Béchamp, qui fut son professeur suppléant à Strasbourg, étaient absolument d'accord sur le fait qu'il n'y a jamais d'hétérogénie. La petite vie qu'est le microbe provient toujours par parenté directe d'une autre vie de nature microbienne. Leur point de désaccord était le suivant. Pour Pasteur, la cellule est l'unité de vie organique et composée de principes immédiats, non structurés, déterminant sa prétendue asepsie. Tandis que pour Béchamp, la cellule est un être structuré, du latin structus qui veut dire bâti. Donc la cellule est un être structuré et composé de plus petits êtres vivants qu'il appelait microzyma et qui sont des microbes différenciés.
Le microscope électronique apporte une confirmation à la découverte primordiale du docteur Béchamp et oblige les biologistes à admettre qu'il existe, dans tout cytoplasme, des unités biologiques douées de continuité génétique, donc à voir dans le livre paru sous ce titre en 1949 au Centre de recherche scientifique de Paris. Monsieur Raymond Latarjet écrit dans le Paris médical du 24 février 1951. C'est grâce à de nouvelles connaissances sur les constituants normaux du cytoplasme que l'on ose aujourd'hui parler de mutation cytoplasmique modifiant une particule normale au point de rendre son comportement analogue à celui d'un virus. Monsieur de Brion, du même laboratoire, écrit dans ce même numéro: ces enzymes sont probablement liées à des organites de taille variable, chondriomes, etc. L'origine génique immédiate des enzymes ne fait guère de doute. Elle rapproche singulièrement les deux notions de virus et d'enzymes intracellulaires. Woods et Dubuis, enfin, ont apporté des preuves cytologiques et chimiques de la transformation graduelle de chloroplastes en virus chez certaines plantes panachées et par greffe ont réussi à infecter des plantes saines par diffusion de ces éléments transformés. Alors j'ouvre une parenthèse ici en petit commentaire, je cite les dates par rapport à ces chercheurs, donc leur époque, l'époque à laquelle ils ont publié leurs travaux, parlé de leurs travaux. On pourrait dire, oui, 1947, 1951, c'est tellement vieux, c'est de la vieille biologie, c'est plus d'actualité. Ils se sont trompés aujourd'hui avec les moyens qu'on a, on a découvert que c'était bien autre chose, bien autrement. Je fais une comparaison avec Elon Musk, pour toutes celles et tous ceux qui connaissent maintenant sûrement, qui a repris tout simplement les travaux de Tesla, sans être forcément lui-même le scientifique qui a pu mettre au point à la fois ses voitures et à la fois tout ce qui se construit dans sa société SpaceX à l'international. Tesla, donc, qui à l'époque avait découvert des choses extraordinaires qu'on a mises sous le tapis, on lui a saccagé son laboratoire. Aujourd'hui, Elon Musk, ça aurait pu être quelqu'un d'autre peut-être, arrive, reprend les travaux, demande à des ingénieurs: faites-moi une voiture 100% électrique, mettez-moi ça dans le moteur en travaillant 100 heures par semaine jusqu'à temps que ça marche. Et puis tout à coup, on a des voitures à énergie électrique 100% qui se rechargent avec des coffres, donc des moteurs complètement propres, il n'y a presque rien dedans, hein, c'est 3-4 gros cubes, et puis qui fabrique aussi pour l'industrie aérospatiale des choses extraordinaires. Plus de 100 ans après, Nikola Tesla qui avait fait ses découvertes. Alors peut-être qu'il serait bon de s'intéresser de nouveau à Antoine Béchamp et à ce qui a été mis sous le tapis à l'époque, et de reprendre les prémices des extraordinaires découvertes qu'il avait faites avec d'autres, et de les remettre au goût du jour pour arrêter de fonctionner sur ces vieilles croyances de la panspermie de Pasteur. Parenthèse fermée, on peut continuer avec le docteur Yves Cousigou qui nous cite ses chercheurs. On en était arrêté donc à De Brion, tout comme Woods et Dubuis, donc, qui nous disait, voilà, le docteur donc Yves Cousigou cite Woods et Dubuis qui ont apporté des preuves cytologiques et chimiques de la transformation graduelle de chloroplastes en virus, donc à l'intérieur de la cellule, chez certaines plantes panachées, et par greffe ont réussi à infecter des plantes saines par diffusion de ces éléments transformés. Si vous êtes biologiste ou passionné par la biologie, je pense que vous comprendrez l'intérêt extraordinaire qu'il y a dans ces expériences qui ont été faites à l'époque. Et que certains sont sûrement depuis longtemps déjà en train de reprendre, sauf qu'on n'en fait rien, on n'en entend pas parler, c'est certainement pas appliqué à la vaccinologie.
avec des cellules humaines bien sûr, puisque là on était dans le domaine du végétal, mais qui peut être un prémisse de découverte à ce qui peut se passer dans la cellule humaine. Ces citations capitales suffisent à démontrer que le cytoplasme de toute cellule est composé d'unités biologiques, virus, enzymes, gènes, et non de principes immédiats de nature physico-chimique. Elles permettent donc, ces citations capitales et ces trouvailles, à notre avis, de sortir de la médecine de la fâcheuse impasse où elle se trouve actuellement. Donc il écrivait ceci, le docteur Yves Cousigou, dans les années 50, 60, 70, 80. On est en 2017. Elles permettent de sortir de la médecine de la fâcheuse impasse où elle se trouve actuellement et qui a pour origine la négation obstinée par Pasteur de l'origine intracellulaire du ferment du jus de raisin et son affirmation a prioriste de son origine atmosphérique. Sortez vos parapluies. Le professeur Rapin, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Nantes et, paraît-il, ancien préparateur de Pasteur lui-même, écrit, à voir donc dans son livre Considérations sur l'étiologie des maladies infectieuses, il écrit ce qui suit. On sait qu'il résulte de l'expérience faite par Gay-Lussac que du raisin exposé à l'abri de l'air dans une éprouvette remplie de mercure ne fermente pas, mais que ce raisin entre en fermentation dès qu'on fait passer une certaine quantité d'air dans l'éprouvette. Et c'est ici, dit Frémy, que M. Pasteur applique encore sa théorie de la panspermie atmosphérique. Il soutient que si l'air introduit dans l'éprouvette détermine la fermentation du raisin, c'est qu'il apporte les germes du ferment alcoolique qu'il contenait. Les germes de ferment proviendraient même non seulement de l'air, mais aussi des poussières apportées par le mercure et les germes qui se trouvent à la surface des grains de raisin. Toujours pour Pasteur. Frémy rappelle alors qu'il a répété l'expérience de Gay-Lussac dans les circonstances les plus variées et en conservant longtemps le suc avant de le mettre en contact avec l'oxygène. Des grains de raisin sont introduits dans une éprouvette remplie de mercure et lavés environ 20 fois avec de l'acide carbonique pur. Je les écrase ensuite avec une baguette de verre préalablement chauffée et sortant d'une éprouvette remplie d'acide carbonique. J'ai conservé pendant 1 année cette éprouvette sur une cuve à mercure en la chauffant avec de l'eau tiède lorsque la température venait à baisser. Pendant tout ce temps, le raisin écrasé à l'abri de l'air n'a pas présenté l'apparence même de la fermentation. La pulpe a conservé son aspect verdâtre. J'ai fait alors passer dans l'éprouvette 2 ou 3 cm3 d'oxygène dégagé par le chlorate de potasse que je chauffais dans un tube effilé. Toutes les parties du tube ayant été portées au rouge pour détruire les germes de l'air. Au bout de 2 jours, le raisin était en pleine fermentation. L'expérience de Gay-Lussac est donc d'une pleine exactitude. Frémy répète cette même expérience en engendrant l'oxygène, en décomposant l'eau par la pile, et il obtient les mêmes résultats. Il résulte de ces différents essais que c'est bien l'oxygène qui donne au raisin la faculté de fermenter et que le ferment n'est pas apporté par les poussières de l'air. 3 petits points. Claude Bernard a, avec juste raison, considéré Pasteur comme un a prioriste, c'est-à-dire comme dénué du véritable esprit scientifique qui soumet toujours ses interprétations à l'expérimentation. Et au sujet de la fameuse expérience de Gay-Lussac, il aboutit, ainsi que nous l'avons exposé dans des articles, la tuberculose, maladie héréditaire et dégénérative, cancer et cellules, l'immunité n'existe pas, paru en 1949, 1950, 1951 dans les Archives internationales de Paris. Aux mêmes conclusions donc, Claude Bernard aboutit aux mêmes conclusions que le professeur Frémy.
D'après mes expériences, écrit-il, il semblerait que le contact de l'air, oxygène entre parenthèses, dans les liquides organiques y détermine des apparitions d'organismes, ferments figurés. Mais les germes de ces ferments ne seraient pas dans l'air, mais dans les liquides eux-mêmes. Il y a toujours formation de granulations moléculaires dans le liquide en altération. Sont-ce les microzymas de Béchamp? La définition de Pasteur « vie sans air » n'est pas exacte. La pourriture en plein vent en est une preuve. L'expérience de Gay-Lussac est très exacte et le rôle des germes n'est pas ce que croit Pasteur. Ces germes, on ne les a jamais vus. Les expériences de Pasteur sur les germes de la grappe et du grain de raisin sont erronées. En un mot, nous ne concevons pas la génération spontanée, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons a un état antérieur et n'est qu'une continuation. Il faut toujours s'en référer à un germe, à une cellule, à une matière quelconque minérale ou non, qui est la cause ou le principe d'où dérivent les phénomènes par une évolution successive. Le mot création signifie faire quelque chose de rien. Il ne s'applique ni à la naissance d'un être, d'un produit, ni à un poète, ni à un artiste. Claude Bernard est du même avis que Gay-Lussac. C'est l'oxygène de l'air qui est l'élément déterminant pour donner au raisin et au liquide organique la faculté de fermenter, tandis qu'il précise que l'on n'a jamais vu les germes de l'air, à l'existence desquels Pasteur croit, sans le prouver, comme il n'a pas prouvé la parenté directe de ces prétendus germes avec les microbes, pathogènes ou non. Pasteur n'est pas resté le secrétaire de la nature et est sorti du domaine de la médecine expérimentale en imitant les a prioristes qui veulent lui dicter ses réponses selon leurs idées. Le professeur Béchamp, qui était médecin et pharmacien, en plus d'être chimiste, ou en étant chimiste en plus d'être médecin et pharmacien, a par contre établi des faits vraiment scientifiques qui sont indéniablement confirmés de nos jours et combattent la prétendue hétérogénie ainsi que la panspermie. Il y a 100 ans environ, enseigné des faits solidement établis à Montpellier et à Lille, où il fut le premier doyen de la faculté libre, à savoir la cellule, loin d'être la première unité de vie organique, est un être prodigieusement structuré et dépourvu de toute asepsie, puisqu'elle est elle-même composée anatomiquement de milliers des plus petites vies, microbes, qu'il appelait microzymas, ou petits ferments, ou microcytes. On aura encore donc entre parenthèses pour commentaire par la suite donc des termes comme symbionte, symbiote, nanobe de Gaston Nessens et encore d'autres termes pour nommer ces mêmes microzymas qui sont des termes synonymes selon les chercheurs qui ont par la suite travaillé dessus. On pourra d'ailleurs à ce propos se tourner vers Hederlin. La cellule étant un être structuré et composé de microbes anatomiques, ces microbes anatomiques peuvent donner naissance, par filiation directe, à des microbes pouvant sortir de la cellule et être véhiculés dans le milieu extracellulaire, comme les humeurs, l'air, l'eau, la terre. Le ferment du raisin est un microbe qui provient d'un germe anatomique, enzyme intracellulaire, virus, gène, de la cellule du raisin et n'est donc pas dénué de parents. Ce fait est précis et Pasteur, qui croyait que la cellule est non structurée et composée de principes immédiats, n'a pu comprendre pourquoi il n'y a aucune hétérogénie à craindre dans le fait d'admettre que le ferment vivant du raisin provient du système anatomique du raisin et que l'oxygène de l'air est suffisant pour déterminer la fermentation.
Donc, entre parenthèses, ici, par rapport à ce qu'expose le docteur Yves Couzigou de tous les travaux de Claude Bernard, de l'expérience de Gay-Lussac et de Béchamp, toujours encore, n'est pas question de prendre à la lettre les conclusions de leurs expériences. Il est question de considérer que le microbe à l'extérieur des substance organique est une fausse piste et que seul l'oxygène suffit à ce que la fermentation se développe parce que ces microbes sont intrinsèques à ces corps vivants. Et c'est cette piste-là qui aurait dû, à mon sens, à moi aussi, je fais partie des personnes qui partagent ce point de vue sur la biologie et la biochimie, c'est cette piste-là qui aurait dû être poursuivie plutôt que celle de la panspermie de Pasteur, qui nous amène dans une impasse aussi bien pour les chercheurs, les médecins, que pour les patients, toute la vie, toute l'humanité, tous les êtres humains. On est toujours dans une impasse au niveau de la médecine par rapport à cette croyance sur les microbes. Nous terminons avec ce que nous expose pour finir dans ce paragraphe. Donc nous étions dans l'origine, la physiologie des microbes donc, et le credo pasteurien de l'asepsie cellulaire. Nous avons vu donc que le microscope électronique donne entièrement raison au grand savant méconnu qu'est Béchamp, en prouvant l'existence dans toute cellule d'unités anatomiques, unités biologiques douées de continuité génétique, pouvant se modifier au point d'avoir un comportement semblable à celui des virus. Woods et Dubuis, déjà cités plus haut, ont démontré irréfutablement la possibilité de transformation des chloroplastes, éléments anatomiques de la cellule végétale, en virus. On a actuellement oublié les prétendus principes immédiats de Pasteur et les exposés détaillés sur les enzymes intracellulaires dans les congrès d'enzymologie et qui font un lourd silence sur Béchamp, son fondateur. Voilà, je renouvellerai la conclusion donc sur la théorie de la panspermie du microbe qui est à l'extérieur, suspendu dans les airs au-dessus de nos têtes et nous menaçant méchamment, au tel point qu'un parapluie d'ailleurs suffirait. Alors le parapluie, bien sûr, c'est l'image évoquée pour évoquer une métaphore avec la vaccination au niveau du système immunitaire. Ça permet de nous protéger de cette pluie de microbes qui nous inonde chaque jour et qui vient de l'extérieur, puisque bien sûr on est en plastique complètement hermétique et à l'intérieur on est dans l'asepsie totale. Il n'y a pas besoin d'être chercheur en biologie après qu'on ait un petit peu évoqué ces éléments de recherche pour considérer que l'apriorisme, comme le dit si bien ici le docteur Yves Couzigou, l'apriorisme de Pasteur est complètement erroné et qu'il est temps de fonctionner sur la vraie connaissance, sur la connaissance de la vraie microbiologie, parce qu'on ne peut pas occulter toute une partie de ce qui se passe dans les cellules vivantes, qu'elles soient donc animales ou végétales. Voilà pour la conclusion de cette lecture, et si vous souhaitez prolonger, eh bien évidemment il y a de nombreux endroits pour ce faire. Si vous êtes étudiant en biologie, médecin, paramédical, passionné de toutes ces découvertes, il y a toujours moyen de prolonger. Vous avez ici de très petites références, voilà, mais il y a beaucoup d'autres endroits et références où l'on peut prolonger ces découvertes et redécouvertes. À très bientôt!